very quickly approaching the point of no return, and the United States found it intolerable, in my opinion, based on what Steve and Jared and Pete and others were telling me, Marco, so involved, that I thought that they were going to attack us. I thought they would, if we didn't do this at the time we did it, I think they had in mind to attack us. And Donald Trump, qui avait accepté sous la pression de Netanyahou d'aller attaquer l'Iran, aujourd'hui émet des regrets. C'est pas sa faute. Donc il accuse son secrétaire d'État à la Défense, son secrétaire d'État aux Affaires étrangères, son gendre et son conseiller spécial de lui avoir vendu la guerre contre l'Iran. Personnellement, grosse erreur de ma part, je pensais qu'il avait été conseillé par Bugs Bunny, Mickey Mouse, Daffy Duck et Homer Simpson. Selon Fox News, Donald Trump chercherait un moyen de mettre fin à cette guerre avec l'Iran. Et d'après toujours la même source, il déclare que l'administration Trump ne s'attendait pas à subir autant de pertes et que le gouvernement américain essaierait de faire ce peu car le nombre de morts augmente et pour la raison des conséquences que ça engendre sur l'économie américaine. Et toujours selon Fox News, l'administration ne pensait pas que l'Iran avait autant de capacité pour les suivre, voire les dépasser. Les dépasser. Deux colonnes d'une épaisse fumée sombre s'élèvent aux Émirats arabes unis ce matin. Un terminal d'exportation de pétrole a été frappé. Depuis le début du conflit, les infrastructures pétrolières sont les cibles privilégiées. L'or noir est au cœur de cette guerre. Une zone cristallise les tensions, le détroit d'Ormuz. L'artère, vitale pour le commerce de pétrole, est bloquée. Le prix du baril s'envole. Sous pression, pour la première fois, Donald Trump en appelle à la mobilisation militaire des autres pays. Espérons que la Chine, la France, le Japon, la Corée du Sud, le Royaume-Uni et d'autres enverront des navires dans la région afin que le détroit d'Ormuz ne soit plus menacé. Donald Trump veut priver l'Iran de son principal moyen de pression, car le pays empêche 20% du pétrole mondial de circuler en bloquant ses couloirs, étroits de quelques kilomètres. Lundi, en visite sur le porte-avions Charles de Gaulle, Emmanuel Macron avait ouvert la porte à des escortes militaires, une fois passée la phase la plus chaude du conflit. Ce type de déploiement permettrait-il la reprise du trafic? Les gardiens de la révolution semblent pour l'heure déterminés dans leur stratégie. Mais combien de temps pourront-ils tenir? Dans le Financial Times, la France et l'Italie négocieraient actuellement avec l'Iran une réouverture du détroit d'Ormuz. Le gouvernement français n'a pour l'heure pas confirmé. Le message de Donald Trump de ce matin a surpris un peu tout le monde ici, car c'est la première fois depuis le début du conflit que le président américain reconnaît qu'en quelque sorte, les États-Unis ont besoin d'aide pour résoudre ces situations dans le détroit d'Ormuz. Il espère, je cite, que la Chine, la France, le Royaume-Uni, la Corée du Sud vont envoyer des navires dans la zone pour sécuriser les pétroliers. Ce qui est paradoxal, c'est que dans ce même message, Donald Trump affirme que les États-Unis ont détruit 100% des capacités militaires de l'Iran, à part quelques drones. En fait, c'est un aveu d'échec. Les États-Unis ont beau multiplier les frappes, ils n'arrivent pas à réduire à néant la capacité de nuire de l'Iran. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette guerre est déjà impopulaire ici aux États-Unis. La montée du cours du pétrole l'est encore plus. Et ça, à quelques mois des élections de mi-mandat, Donald Trump ne peut pas se le permettre très longtemps. Merci. Non mais écoutez-moi cette masterclass, c'est juste génial. Quand une journalope de BFM Toilette se fait toiletter, se fait mettre en position latérale de soumission par un Iranien, eh bien ça donne ça et c'est vraiment à savourer sans modération. Je vous propose d'écouter un témoignage, celui d'un artiste qui habite à Téhéran. Il a accepté de s'exprimer sous couvert d'anonymat par crainte de représailles par les mollahs. Écoutez-le. Je viens d'Istanbul et je rentre dans mon pays, en Iran. Vous n'avez pas peur de rentrer? Pourquoi j'aurais peur? C'est mon pays, c'est ma maison. Il faut que l'on poursuive cette voie jusqu'à atteindre la victoire. Ce sont les Américains et Israéliens. Ils veulent notre richesse, ils veulent notre pétrole. C'est pour ça qu'ils font ça. Nous avons pris la bonne décision en bloquant le détroit d'Ormuz. Ils ont attaqué l'Iran et maintenant on contre-attaque. Voilà, vous venez tout juste d'entendre un Iranien qui, lui, fait le chemin inverse. Il était en Turquie et il veut rentrer dans son pays car lui...
Elle s'attendait que ce brave homme iranien allait se fourvoyer, allait se détourner, allait trahir son peuple, sa nation, ses frères. Il a fait totalement l'inverse qu'elle pensait qu'il allait faire. Elle pensait que le mec allait lui dire « Mais oui, les Occidentaux, vous êtes nos sauveurs. On va fuir le régime des mollahs au profit du régime des mollards, qu'on appelle états-uniens, ou encore israéliens, ou encore tous ceux qui adhèrent à ces régimes mortifères, parce que ce sont eux les vrais régimes mortifères. » Mais le mec a tout simplement dit les termes. Je rentre chez moi, dans ma famille. Les Iraniens n'ont pas encore sorti l'armada lourde. Regardez les résultats déjà. Regardez. Les petites frappes, les petits bombardements. Elle va tout vous expliquer. Vous n'allez pas revenir. Quels sont ces coups portés par Téhéran et qui font mal? Qui font mal. Eh bien, l'Iran frappe peu, mais avec de grandes conséquences. Première cible, les États-Unis avec ses coups d'éclat ont accéléré ces dernières heures. Ainsi, l'ambassade américaine en Arabie Saoudite, à Riyad, en plein cœur de la capitale, touchée par 2 drones la nuit dernière. Immense colonne de fumée au-dessus du bâtiment, évacuation en catastrophe. Idem en Jordanie où les engins sont tombés juste à côté, ou encore au Koweït avec, en pleine nuit, cet essaim de drones qui fonce sur l'ambassade américaine, intercepté in extremis. Mais ce que l'on retiendra, c'est surtout dans ce même pays, ce tribut très lourd payé par les forces américaines. 6 morts, 6 soldats tués lors de ce bombardement d'une installation américaine sur le port de Shuaïba. Tous venaient de la base de Fort Knox dans le Kentucky. On parlait au départ de 3 disparitions parce qu'il a fallu le temps d'extraire les corps et de les compter. Les familles sont en train d'être prévenues. L'information fait la une de la presse américaine. Hommage de Donald Trump et de Pete Hegseth, le ministre de la Guerre, à ces héros tombés pour la nation, je les cite. Les États-Unis ont décidé de lancer un ordre d'évacuation générale dans toute la région. Qatar, Koweït, Irak, Bahreïn, Jordanie, Émirats arabes unis et même l'Égypte, la Syrie, le Liban. Cela représente jusqu'à 1 million de personnes. Appelées donc à rentrer au pays sous l'effet de la menace iranienne. Et les États-Unis ne sont pas la seule cible de l'Iran. Effectivement, l'Iran a réussi à porter de rudes coups aux monarchies des pays voisins. Ces 36 dernières heures, Téhéran a réussi à frapper 2 des plus grandes raffineries saoudiennes. La dernière en date est la plus importante, celle du géant saoudi Aramco à Ras Tanura. Énorme panache de fumée, l'incendie dure des heures, le site est immédiatement mis à l'arrêt. Idem au Qatar voisin où 2 sites majeurs ont également été frappés. Le Qatar, 2e exportateur mondial de gaz, qui décide purement et simplement de stopper complètement sa production. À Bahreïn, c'est un navire qui a été frappé dans le port. Bilan, 1 mort, sans parler d'Oman et des Émirats arabes unis. 3e cible, l'économie mondiale. Téhéran a tout simplement décidé de fermer le détroit d'Ormuz. Plus aucun navire gazier, plus aucun pétrolier ne franchit ce passage. Image frappante, voilà ce que l'on observe ces dernières heures sur les cartes de suivi maritime. 3000 navires bloqués qui font des ronds dans l'eau d'une part et d'autre du détroit, interdit de passage. Bon, et puis quand même, parlons des derniers bilans en Israël, frappé aussi par l'Iran. Effectivement, on compte désormais 10 morts dans l'État hébreu suite aux frappes iraniennes. Et ces dernières heures ont été marquées par l'entrée en lice du bras armé de Téhéran au Liban, le Hezbollah. Là encore, l'Iran a réussi à ouvrir un nouveau front avec l'envoi par Israël de troupes au sol ce matin pour tenter de repousser la milice chiite. Ça, c'est très intelligent. La fin, là. Faire rentrer les Hezbollah dans la danse. Comme ça, les Iraniens, enfin les Israéliens, les Américains, leur frappe, en fait, ils vont diviser leur frappe en 2. Il y a pas tout qui va aller en Iran. C'est très intelligent. Mais bon, je voulais vous dire, pour l'instant, là, c'est les peu de frappes qui sont tous ces dégâts-là. Ils sont passés où des porte-avions? Ils sont passés où tous les préparatifs depuis cette semaine? Ils sont passés où? Les Iraniens, ils n'ont rien encore commencé. Hein. Quelques drones, ils envoient. Ça réussit. Quelques missiles. Ils n'ont pas encore saturé comme en 2025 où ils envoyaient des centaines. Ils n'ont pas encore commencé ça. Hein. Si ça continue, là, déjà, l'humiliation des Américains. Regardez ça. Ça, c'est alerte des Américains. Hein. L'humiliation symbolique, économique, diplomatique, humanitaire. 1 million de personnes appelées aux États-Unis. Vous allez les loger où? Vous allez payer tout? Humiliation totale. Et ça, c'est que le début. Si ça continue, quand ils vont sortir l'artillerie lourde, ils vont mettre à genoux l'économie mondiale. Parce que là, vous parlez des 20-25%. Mais si les 20-25% là, ça bloque, bah, les 75%, les gens vont se battre dessus. Ça va être la guerre économique encore. Ça sera désastreux. Donc, c'est le moment d'arrêter. Là, ça fait 3 jours. On voit déjà tout ça. Détroit d'Ormuz bloqué. Les soldats américains. En fait, les Iraniens, ils n'ont pas encore dit. Ils n'ont pas encore commencé. Hein. Ils sont très intelligents.
Aujourd'hui, il y a un porte-parole du Sahel qui disait ils font exprès d'impacter lourdement le quotidien des Israéliens. Ils font pas comme 2025 où ils envoyaient une salle de milliers, enfin de centaines de missiles, et ils savent que quand ils envoient, on demande aux Israéliens d'aller dans les bunkers, d'aller se cacher, et du coup, ils s'occupent pas de leur vie quotidienne. Et comme les Iraniens, ils ont appris de cette guerre en 2025, maintenant, ils envoient un missile. Un petit coup. Un missile par-ci. Et à chaque fois qu'ils vont envoyer un missile, ils vont dire aux Israéliens, rentrez dans le bunker. À peine ils vont sortir, ils vont dire un autre missile arrive, rentrez dans le bunker. Ils n'ont plus de vie. C'est ce que les Iraniens, ils ont misé sur ça en Israël. Rien que ça à Israël. Les pays du Golfe qui sont bloqués. C'est désastreux déjà. Si la guerre s'arrête là, aujourd'hui, à l'instant T, c'est humiliation, c'est désastreux pour le monde occidental, surtout pour les Américains. La jurisprudence que les Iraniens sont en train de créer contre les Américains, ils ont été bombardés par les Iraniens. Pourquoi on ne le fera pas? C'est aussi simple que ça et puis on avait peur. Vous rigolez, non? À continuer. Eh bien, continuez. Peuple iranien, écoutez-moi bien. Tenez bon. Ne pliez pas. Ne reculez pas d'un seul pas. À Washington, Donald Trump est dans une impasse. Il voulait une guerre rapide, une démonstration de force. Mais la vérité éclate. Le peuple américain ne veut pas de cette guerre. Même dans l'armée, beaucoup refusent de sacrifier leur vie pour un conflit qui n'est pas le leur. Ils pensaient que l'Iran allait trembler, mais c'est l'arrogance de Washington qui tremble aujourd'hui. Peuple d'Iran, comprenez une chose, leur force est une illusion. Vous avez entendu le secrétaire de la guerre de Trump. On contrôle le ciel iranien, d'accord? Que ce sont quelques petits drones qui arrivent à passer, d'accord? On va regarder ça. Ok, je vous laisse regarder. On est en Israël, hein? Vous voyez? Donc ça, ce sont les quelques drones pour les Américains. Ça, c'est Israël qui est là. Two cities at the same time. Jérusalem. Tonight. Not one target. Not one strike. Two of Israel's most populated urban centers hit simultaneously. Okay. And the system that was supposed to stop this, the system... Donc, ils disent, on contrôle le ciel iranien. C'est deux petits drones qui passent. Ça, c'est deux petits drones qui sont là. Ça, c'est les Américains. Je dis, le flatteur, le menteur vit au détriment ou au dépens de celui qui l'écoute. Quand on va mentir, mais ils oublient que nous avons les mêmes instruments qu'ils ont créés. Moi, j'ai dit, si le petit Blas savait que l'intelligence artificielle, les téléphones intelligents, les nouvelles technologies de l'information, s'ils savaient que ça allait se retourner contre eux, ils n'allaient jamais fabriquer ça. Mais ça se retourne contre eux. Il faut savoir juste utiliser. Ça, c'est Israël qui est là. That America and Israel have spent decades and hundreds of billions of dollars building, maintaining, and selling to the world as the ultimate shield is not stopping anything tonight. Let me say that clearly because the mainstream coverage is still dancing around it. The Iron Dome is gone. Not damaged, not degraded, not recalibrated, gone. Functionally, operationally, visibly gone. Over Tel Aviv and... Quand vous regardez, ça vous rappelle la Palestine. Ça vous rappelle le Liban. Regardez ça. Quand ils prenaient le temps pour tuer les Libanais, ils prenaient le temps pour tuer les Palestiniens, au vu et au sud des Américains. Que disait l'Europe? Israël a le droit de se défendre. Israël a le droit de se défendre. Mais je ne comprends pas pourquoi le narratif hier, Israël avait le droit de se défendre, pourquoi ce narratif ne s'applique pas à l'Iran. Puisque ce n'est pas l'Iran qui a commencé cette guerre. L'Iran était en négociation de bonne foi avec les Américains. L'Iran n'était même pas obligé d'aller à ces négociations, puisque en 2012, on se rappelle, sous la bannière de la communauté internationale, l'Iran avait accepté le deal. Moi, je me rappelle aux États-Unis, c'était
John Kerry, qui était le secrétaire d'État, je crois, de Barack Obama, qui a mené ces négociations avec le ministre français Laurent Fabrice, quelque chose comme ça, quand c'était l'autre qui était avec Hollande qui était président à l'époque. C'est François Hollande qui était président. Mais ils ont négocié sous la bannière de, comment on appelle ça, l'agence internationale chargée de l'énergie qui est sur atomique au Ghana. Mais quand Trump est venu au pouvoir, il dit qu'il ne reconnaît pas ça, que trop de concessions ont été faites à l'Iran. Et il a imposé de nouvelles sanctions à l'Iran de façon unilatérale, c'est-à-dire que les gens sont malhonnêtes. Moi, je suis d'accord quand ils disent on n'aime pas l'Iran, c'est votre droit, je respecte ça. Mais ne venez pas nous dire que c'est l'Iran qui est responsable de quelque chose. Depuis 2012, 2014, 2012 autant pour moi, le même criminel qui est aujourd'hui Premier ministre en Israël, il allait à la tribu des Nations Unies dire que l'Iran est à 2 semaines d'obtenir la bombe atomique, la bombe nucléaire. Laurent Fabius, merci beaucoup Marcel. On se rappelle, je vous en prie, ne soyons pas... Non, soyons honnêtes. Le même Premier ministre qui est là, en 2012, il allait à la tribu des Nations Unies. Dit que l'Iran est à 1 semaine, voire 2, d'avoir la bombe atomique. Aujourd'hui encore, c'est le même plan qu'il a présenté à la Maison Blanche. 14 ans après. Je dis bien 14 ans après, 2 semaines là, ce n'est pas encore arrivé. Pendant 14 ans, calculez, il y a combien de 2 semaines dans 14 ans? Il y a combien de semaines dans 14 ans? Calculez 14 ans. 1 an, c'est 365 jours, je crois 52 semaines, si je ne me trompe pas. 52 semaines, d'accord? Pas 10, ça fait déjà 520 semaines. Hein? Multipliez encore. Mais attendez. Pendant 14 ans, le régime, le pouvoir qui devait avoir cette bombe atomique n'est là. Mais alors, maintenant, la question que vous et moi devons se poser, sortons même du contexte de la guerre. Sortons du principe de la guerre. Et posons-nous la question simple. Si réellement c'est une question d'armes atomiques, si réellement c'est une question pour avoir la bombe, soyons honnêtes, si c'est pour la bombe, si c'est réellement pour la bombe, 1 an, 52 semaines, d'accord. Pardon, il faut multiplier, Pierrette. 52, il faut multiplier par 14. 1 an, 52 semaines. Multiplier par 14, ça fait combien de semaines? Alors, donc ça veut dire que depuis 14 ans, quelle bombe, si l'Iran devait avoir cette bombe atomique-là, vous croyez que depuis 14 ans, l'Iran n'a pas encore cette bombe? Est-ce que réellement la guerre qu'on impose à l'Iran, est-ce que réellement c'est à cause de la bombe? Ou c'est parce que c'est un régime musulman? Parce que là, ça a échappé aux gens. Je vais vous faire écouter ça tout à l'heure. J'étais dépassé quand j'ai entendu ça. C'est le responsable, mais c'est 728 semaines. Pendant 728 semaines, si l'Iran devrait avoir la bombe atomique, l'Iran n'aurait pas déjà eu cette bombe atomique? Si l'Iran devrait avoir cette bombe atomique, pendant 728 semaines, l'Iran aurait pu avoir cette bombe il y a longtemps. Mais la raison n'est pas la bombe. La raison, c'est parce que Israël veut dominer la région. Israël se dit qu'elle est investie comme le criminel qui est en Côte d'Ivoire, investi d'une mission divine. Mais je vous ai dit, Dieu a maudit Israël il y a longtemps. Et je maintiens ce que je dis. S'il y a des gens qui se disent érudits, docteurs en théologie, à cause de Dieu, je demande pardon à Dieu. Que ma parole rentre dans vos oreilles et que vous décidez de relever le défi. Je vais vous montrer par A plus B comment Israël est maudit et Israël n'arrivera nulle part.
j'ai l'habitude de vous dire ceci. Ce n'est pas parce que quelqu'un est maudit que la personne ne sera pas un président. Ce n'est pas parce que quelqu'un est maudit que la personne ne sera pas milliardaire. J'ai toujours dit, ne mélangez pas. Le diable lui-même peut bénir. Le diable donne le pouvoir, le diable donne l'argent. Donc ça n'a rien à voir avec. Mais c'est comment ce pouvoir que vous avez, qu'est-ce que vous allez en faire? Si vous décidez tout de suite d'utiliser ce pouvoir, est-ce que vous pouvez atteindre des objectifs? J'ai pris le cas la dernière fois du prince Ben Salman. J'ai dit à malédiction derrière lui. Mais pourtant, il est à la tête d'une fortune inimaginable, colossale. Pourquoi j'ai dit qu'il est maudit, le prince Ben Salman? Il a été incapable de battre le Yémen. S'il avait la bénédiction de Dieu, il allait battre le Yémen. Il a échoué à Yémen. Non, venez me dire que j'ai tort. Montrez-moi que j'ai tort. Pourquoi Israël est maudit? Parce que Israël n'arrivera jamais à battre l'Iran. Pas que l'Iran est un pays musulman, non. Parce que Dieu ne livrera pas l'Iran à Israël à cause des crimes d'Israël. Les mêmes crimes qu'Israël a commis hier en s'associant au dieu Baal, à l'idolâtrie, à la haine, à la méchanceté, à la jalousie, vouloir imposer sa volonté que celle de Dieu. Voilà pourquoi nous disons que Israël est maudit et Israël ne pourra jamais battre l'Iran. Même si c'est un seul Iranien qui est survivant, ce seul Iranien va reconstituer l'Iran et puis combattre l'Iran. Israël ne gagnera jamais cette guerre. Parce que vous écoutez aujourd'hui, aux États-Unis, on nous dit qu'il faut combattre l'Iran parce que c'est un pays musulman. Et qui dit ça? Le président de l'Assemblée nationale, comme chez nous, le président du Congrès, celui qui a la tête des deux chambres. Et c'est aujourd'hui qu'il dit ça. Que l'Israël, tant que c'est un pays musulman, j'étais dépassé. Je me suis posé la question, est-ce que les musulmans aux États-Unis ont entendu ça? Et c'est un jeune Américain qui m'a permis de comprendre ça. Je vais vous faire écouter ce qu'il a dit. Permettez-moi, parle de Keita Tchamati. Je viens, voilà, c'est ici. Ok, c'est ça qui est là. Instructions from the sky all day long. Bon, toi, tu racontes ta vie de maître, je vais ramener ça en arrière. Ok, ça c'est... Ok. On va écouter. Je vous permets d'écouter. Where the Democratic Senate candidate James Teller. Ok, c'est celui-là. C'est un jeune Américain que je suis beaucoup. C'est grâce à lui que je suis au courant de beaucoup de choses. Ils sont comme ça, ils ont beaucoup les podcasts, donc je le suis. Et c'est lui qui m'a permis de découvrir ça. Que cette guerre, c'est une guerre idéologique. Pas idéologique, pardon, une guerre religieuse. Qui dit ça? Les États-Unis, c'est un pays laïque. Mais qui dit ça? Celui qui a la tête du Congrès américain. Je crois que c'est Mike qui est quelque chose comme ça. Je dis, mais c'est pas vrai. Il dit donc, l'Amérique a tous les droits pour combattre un pays musulman. Mais pourtant, ce bâtard-là qui se dit président du Congrès américain, que font les bases américaines dans les pays musulmans? Vous voyez, c'est là que vous vous posez la question. Pourquoi l'Arabie Saoudite ne réplique pas? Quand je vous dis le prince là, c'est un Yamoufalis, Dangaba Nofé, réfléchissez. Pourquoi Dubaï réfléchit? Pourquoi Dubaï ne répond pas? Pourquoi Bahreïn ne répond pas? Pourquoi le Qatar ne répond pas? Pourquoi le Koweït ne répond pas? Mais pourtant, c'est un officiel américain qui a dit c'est une guerre de religion. On ne peut pas permettre à l'Iran de battre Israël. Parce que c'est une mauvaise religion. Qu'est-ce que l'Arabie Saoudite a dit? Zéro. Mais est-ce qu'ils n'ont pas entendu? Ils ont entendu. Mais ils ont fait comme ils n'ont pas entendu. Tout le monde a fermé ses oreilles. Alors, comme moi, je suis le baobab de Dieu, je ne peux pas fermer mes oreilles. On va écouter. Je vais faire avancer un peu. Je vais faire avancer un tout petit peu sur la partie.
Ok, je vais faire passer ça aussi rapidement. C'est cette partie-là qui m'a... Ok, voilà, c'est ici. Voilà. On va écouter. On va écouter. And then if Israel struck Iran first, then Iran would strike the United States. So we had to strike first. Remember, that's what he said. That's what Rubio said. Now Johnson says, actually, they declared war on us. Iran declared war on the United States is what he says. Here, play this clip. Okay, those are sovereign territories. And the... C'est lui qui est là. C'est lui. Voilà, voilà ça. Speaker Johnson. C'est Johnson, c'est lui qui est là. Lui. C'est si vous voulez, le président des deux chambres au niveau du Congrès, Sénat et puis la Chambre des représentants. C'est lui. On va écouter ce qu'il a dit. US, they have declared war on us. I don't believe in the semantics. We've talked about the language. Il dit c'est l'Iran qui a déclaré la guerre aux États-Unis. Vous voyez, voilà la première puissance économique. Mike Jones, merci beaucoup Marcel. Voilà la première puissance économique des officiels qui mentent. Et moi, je ne regrette pas d'avoir plié mes bagages et dire que c'est un pays de merde que je ne veux plus rester là-bas. Je ne regrette pas un seul instant d'avoir pris cette décision. Des gens comme ça, vous écoutez ça, vous vous posez la question, où est-ce qu'on va? Tant que vous avez des gens comme ça, là, est-ce que vous pensez que la paix mondiale n'est pas menacée? Quand vous avez des menteurs, des manipulateurs et des corrompus, est-ce que la paix mondiale n'est pas menacée? Elle est menacée. C'est eux qui veulent nous enseigner la démocratie. Donc la démocratie, c'est un mensonge. Il n'y a rien de vrai dedans. Voilà la preuve que la démocratie n'existe pas. C'est la manipulation, c'est le mensonge. On vous ment. Comment on peut s'arrêter devant le monde et dire que c'est l'Iran qui a été le premier pays à attaquer les États-Unis, alors que les faits sont là? Comment on peut dire ça? Et puis rentrer chez soi à la maison, regarder sa famille et puis rire en est content. This morning, we're not at war right now. We're 4 days in to a very specific, clear mission, an Operation Epic Fury, which has two components, as you know, that we have articulated over and over. The president has, the Commander in Joint Chiefs, everybody has explained. 2 points. We had to take care of these ballistic missiles. Ouais. Il dit, la guerre n'a pas encore commencé, on est au 4e jour. Il dit, cette opération militaire, il y a 2 aspects. Regardez ce qu'il va dire. Ce n'est plus la question de l'arme balistique, non, de l'arme nucléaire, mais c'est la question maintenant des missiles balistiques. Qui a envoyé la question des missiles balistiques à la dernière minute? C'est Israël. Parce que après la guerre des 12 jours, tellement l'Iran a lavé copieusement Israël, Israël se dit, en fait, d'armes nucléaires, là, ce n'est plus. Donc, finalement, regardez bien, on quitte, on bascule doucement vers les missiles balistiques. Parce qu'ils savent qu'aucun pays au monde ne va renoncer à sa sécurité au motif que, attendez, quand les gens parlent, est-ce qu'ils s'entendent? Que Dieu envoie le feu de l'enfer sur les Américains. Que Dieu détruise ce pays. Que Dieu les détruise jusqu'au dernier. Regardez bien. Ils ont la bombe atomique. Ils ont les avions super puissants. F-35, B-2 Spirit. Ils ont des navires de guerre. Ils ont tout ce que vous voulez. Mais un pays dit, pour ma sécurité nationale, pour la protection de mon territoire, j'ai besoin d'armes
non pas pour attaquer, mais pour me protéger. Je vous ramène encore. Que disait Macron la dernière fois que je vous ai fait écouter un discours de Macron? Qu'est-ce qu'il a dit? Pour être craint, il faut être fort. Pour être fort, il faut avoir les armes. Donc on veut que l'Iran devienne un petit pays comme le Liban, comme la Palestine, à la merci d'Israël. Donc l'Iran n'a pas le droit de se protéger, de se défendre. Parce que c'est le bon vouloir d'Israël. Après, Israël va venir en Afrique pour dire aux Africains, aucun. En fait, les gens ne comprennent pas quelque chose. Israël est sur Israël. Je répète ce que je dis. Écoute, je vous en prie, détestez-moi à l'Agda. J'aime qu'on me déteste. Ça me permet d'avoir des années supplémentaires par la grâce de Dieu. Israël veut contredire Dieu. Et là, les gens ne voient pas venir. Dans la promesse d'Abraham que Dieu a eu à faire, tu seras le premier et non le dernier. Allez-y, regardez la Torah. Enfin, même dans le Coran, c'est tu seras le premier et non le dernier. Je te bénirai du lever du soleil au coucher du soleil. Tu n'iras plus emprunter, on viendra emprunter chez toi. Je ferai de toi la prunelle de mes yeux. Et quand Israël a péché, fornication, idolâtrie, mensonge, corruption, vol, Dieu a tourné son dos à Israël. Et Israël dit, toute cette promesse-là, nous on s'en fout de ce qu'on a fait, mais Dieu nous-mêmes, là, par notre propre force, on va récupérer tout ça. En fait, c'est ce qui est en train de... Et les gens, il y a des rabbins, je ne sais pas si vous connaissez les rabbins. Les rabbins, ce sont les maîtres de ceux qui connaissent la Torah, ce sont les rabbins. Ils disent qu'ils ont à leur possession des révélations secrètes du plan de Dieu pour Israël. Et le plan de Dieu dit que Israël doit dominer toute la région. Ça, c'est ce qui avait été initialement annoncé. Je vous ai donné tout à l'heure quelques exemples. C'est ce qui avait été initialement annoncé. Mais quand ils disent ça, ils ne disent pas ce qu'ils ont fait à Dieu. Et Dieu a dit, parce que vous êtes un peuple rebelle. J'ai fait un grand bond en arrière avec le prophète Moussa, que vous appelez Moïse. 3 jours après la sortie de l'Égypte, ils se sont révoltés contre Moussa. Dieu a répondu, il a prié, Dieu a répondu. Et ils ont continué jusqu'à ce que Dieu dise, ça c'est un peuple rebelle. Je regrette de vous avoir fait sortir de l'Égypte. Je vais tuer tout le monde et puis faire naître de ces pierres des enfants qui vont m'adorer. Et qu'est-ce que Moïse a dit? Moussa, il dit, mais Dieu, si tu fais ça, les Égyptiens vont se frotter les mains et vont dire, bon ben, tu les as fait sortir de chez nous et puis toi-même tu allais les tuer dans le désert. En fait, Dieu voulait voir ce que Moïse allait lui dire, sachant bien qu'il n'allait pas le faire. Donc, Dieu a dit, c'est un peuple de rebelles. Depuis que la manne descendait du ciel, il a dit aux Israéliens, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et le pain quotidien, c'était la manne qui descendait du ciel. Limitez-vous à votre consommation quotidienne. N'en prenez pas, n'en cachez pas, n'en gardez pas. Israël a désobéi et Israël a fait ça. Au lendemain matin, tout ce qu'ils avaient gardé chez eux était pourri. On ne pouvait plus manger. Moïse, très énervé, est allé demander pardon. Pourquoi Moïse n'a pas mis les pieds là où Dieu a montré à Moussa? À cause de la rébellion d'Israël, Dieu lui a dit, va parler à la roche, l'eau va sortir.
Je ne sais plus ce que je dois faire avec ces gens-là. Donc, Nabi Moussa, le prophète Moussa, au lieu de parler à la roche, dans la colère, tellement énervé parce que il avait des enfants maudits qui étaient avec lui, il a pris son bâton et puis il a tapé la roche. L'eau est sortie. Ils ont bu. Mais Dieu lui a dit, parce que tu as fait ça, tu ne mettras pas pied là où j'ai promis à Abraham. Parce que Moïse lui-même s'est révolté à cause de leur comportement. Donc quand je dis que c'est un peuple maudit, je sais de quoi je parle. Ils sont maudits, ils n'ont rien après. Tout ce qu'ils peuvent vanter, c'est vrai. C'est vrai. Dieu a fait d'eux un peuple béni. Ceux qui détiennent les grandes banques dans le monde, c'est eux. Le monde de la finance, c'est eux. Mais posez-vous la question, pourquoi Dieu a permis à Hitler, un criminel de guerre, de tuer plus de combien de millions de ses enfants? Ce que Dieu n'a pas fait dans le désert, il a permis à Hitler de faire ça en Allemagne. Donc souvent, on peut accuser Hitler de tout. Mais entre Hitler et les Juifs, là, la vérité, la personne ne connaît, à part Dieu lui-même. C'est pourquoi moi, je me défendrai de dire ce que Hitler a fait à les Juifs. Là. Parce que quand je regarde ce qu'ils font aujourd'hui, là, je dis Hitler avait bien fait avec eux. Oui, je soutiens bien, c'est ma bouche. Israël, c'est pas la peine. Donc, Israël croit qu'ils ont un destin divin, ce qui est absolument faux. Écoutez ça. They were producing at such a rapid pace that our regional allies could not keep up with. We had to ensure that they can't fire all those barrage of missiles at our people, our troops, our assets, our citizens in the region and our installations. And then MAGA Mike says, actually, this is very... Ce n'est pas tout. Il dit il faut qu'on arrive à détruire le programme balistique de l'Iran, ce qui n'arrivera pas. Parce que aujourd'hui, est-ce que vous croyez que enlever l'uranium iranien, est-ce que vous croyez que ça a empêché l'Iran d'avoir la bombe atomique? Mais attendez, moi je ne suis plus assis dans une salle de classe. Je ne suis plus assis dans un amphithéâtre, ni dans une classe de TD à l'université. Je ne suis plus aux États-Unis. Mais est-ce que vous croyez que parce que je ne suis plus aux États-Unis, je ne sais pas ce que j'ai vécu là-bas, je ne sais pas ce qui se passe? Parce que je ne suis plus assis dans une classe de TD, d'amphithéâtre, vous croyez que je ne sais pas ce que j'ai appris à l'école primaire, au collège, au lycée, à l'université? Vous croyez? Je vous en prie. Donc, une fois que vous avez ça en tête, vous mourrez avec. La question n'est pas de dire tout le monde peut trouver l'uranium. Il suffit de venir négocier avec nous, non-mouvants ici au Niger. Donc, la question maintenant, ils se disent, ils ont des ingénieurs, mais les ingénieurs ont compris qu'il faut faire la transmission générationnelle. Ils disent qu'ils ont tué tous les scientifiques. Mais si vous avez tué tous les scientifiques, laissez l'Iran tranquille. Vous avez tué les scientifiques. Vous avez tué tel ou tel. Vous avez tellement tué. L'Iran est le seul pays au monde où Israël se livre à des assassinats ciblés. Mais quel est le vrai problème? Il faut débattre. Quel est le vrai problème? Le véritable problème, on n'en parle même pas. Ce n'est pas l'uranium enrichi. Ce n'est pas les armes balistiques. C'est la méchanceté, la haine, la jalousie, l'hypocrisie d'Israël. La haine d'Israël. Israël s'attaque à un pays musulman béni, puisque Israël n'a rien, il ne faut pas oublier. La terre où ils sont là. Tu as pissé là-bas même là. Même caca ne va pas sortir de là. C'est une terre maudite. Rien ne pousse là-bas. Pourtant, voilà un pays à côté, l'Iran. Ils ont tout. Ils ont tout. Pétrole, gaz, ressources naturelles. Et puis ils ont la faveur de la mer, la faveur même de l'environnement. Donc ça pose un problème. Ne croyez pas que cette guerre, c'est une guerre de ceci, de ceci. Non, non, non. Ça va au-delà de tout ça. Et Dieu sait mieux que nous tous. C'est pourquoi Dieu protège l'Iran. Et Dieu ne permettra pas à ce
peuple rebelle sur ces criminels et ces idolâtres de gagner cette guerre. Ça n'arrivera pas. Vous allez entendre encore quelque chose qui va vous couper le souffle. Écoutons. Very biblical, and this is about a bad religion in a. Voilà. Et là, il lui donne l'explication avant de faire passer la vidéo. Et c'est là que le monsieur va dire que l'islam est une religion maléfique et satanique. Et je me pose la question. Si c'est un simple Américain qui dit ça, c'est pas un problème. Mais c'est un officiel américain. Sur ce qu'on appelle, sur la succession constitutionnelle, celui qui a dit ça, je crois qu'il est le 3e ou la 4e personnalité à succéder en cas de choses. Souvent même, les gens disent que le représentant de la Chambre est la 2e personne, c'est-à-dire que après le vice-président, en termes de succession constitutionnelle au pouvoir. Donc, celui qui apparaît n'est pas n'importe qui. Il est la 2e personnalité la plus importante après le président, après le vice-président, c'est lui. Et c'est lui qui dit à la face du monde que l'islam est une mauvaise religion. Qu'Israël a le droit sur cette religion. Et je ne vois pas l'Arabie Saoudite parler. Ceux qui hébergent les Américains, je ne vois pas le Koweït, je ne vois pas Dubaï, je ne vois rien. Mais c'est Mike Johnson qui a parlé. And so basically we're just redoing the Crusades right now. Here, let's play this clip. They have been, and they say the quiet parts out loud. They wanted to wipe Israel off the face of the earth, and they'd like to take us out as well. We're the great Satan in their analogy and their misguided religion, and there was no way to appease them. Vous avez compris? Misguided religion. Donc, et personne n'a présenté ses excuses. Vous savez, je remercie Dieu. Le jeune homme le jeune homme là, il n'est pas musulman, hein. Le jeune homme là, il n'est pas musulman. Le jeune homme, il n'est pas musulman. Le jeune américain, il n'est pas musulman. C'est un politicien, il fait les analyses. C'est à cause, si vous voulez, c'est par rapport à la guerre même que je l'ai connu. Mais quand vous écoutez ça, vous posez la question, pourquoi? Ce qui se passe entre Israël et l'Iran, qu'est-ce que l'islam a à voir dedans? Alors, cela doit vous donner une idée. Vous qui voulez soutenir Israël, soutenez-le, parce que je peux accepter, je peux comprendre que des chrétiens, des catholiques disent « Ah non, non, c'est la terre sainte ». Oui, c'est la terre sainte où la promesse de Dieu a été réalisée. Mais ceux qui sont là-bas aujourd'hui, la terre est devenue sainte par la volonté de Dieu. Mais ceux qui ont la gestion de cette terre-là sont maudits de par leurs actions. Je répète ce que j'ai dit et je soutiens ma position. S'il y a des catholiques, des chrétiens, des patati patata, vous n'êtes pas d'accord, je m'en fous, allez-y où vous voulez. Je répète ce que j'ai dit. La terre, elle est sainte par la volonté de Dieu. Les dirigeants, ils sont maléfiques de par leur comportement, leurs actions. Voilà. Alors, pour que tu puisses gagner un combat, même si c'est un combat pour Dieu, tu prends toujours leçon auprès de Dieu. À moins que je me trompe. Quand tu demandes si c'est vraiment la volonté de Dieu, lui va t'accompagner et tu vas gagner. Quand David s'est présenté devant Goliath, pourquoi Dieu a permis à David d'avoir raison sur Goliath? Mais pourquoi ce n'est pas l'armée juive qui était face aux Philistins là? Pourquoi ce n'est pas cette armée qui a gagné? Mais c'est un seul, plus petit. Parce que David était soumis à la volonté de Dieu il y a longtemps. Il n'était qu'un berger. Il a été le 2e roi d'Israël. Allez-y comprendre quelque chose. Donc quand ces idiots parlent des fornicateurs, des menteurs, des corrompus, tu n'as aucune connexion avec Dieu et prétends dire que Israël, d'accord? J'espère qu'il a le courage de regarder les images
qui aujourd'hui traversent le monde entier. J'espère qu'ils ont le courage de regarder ce que Israël vit. Vous êtes assis aux États-Unis avec vos cravates, assis dans vos bureaux climatisés, c'est le peuple israélien qui vit aujourd'hui. Pas le martyr, mais qui vit aujourd'hui sous les bombes de l'Iran. Vous dites que l'Iran veut effacer Israël de la surface de la terre, mais ce n'est pas l'Iran qui a demandé cette négociation, c'est vous et Israël. Vous avez permis à Israël d'avoir une arme atomique. Israël a la bombe atomique, tout le monde le sait. Israël a les F-35 que tout le monde sait. Israël a le système de défense que tout le monde sait. Mais alors pourquoi l'Iran n'est pas en mesure de se protéger comme Israël? Pourquoi ne pas créer les conditions pour une paix durable entre les deux peuples que toujours d'aller de confrontation en confrontation? C'est pourquoi l'Iran a dit, je vous l'ai dit la dernière fois, cette guerre sera la dernière guerre de l'Iran. Et avec Israël et avec les États-Unis. Et aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui donne des ordres pour les frappes. Les ordres ont été donnés et celui qui a donné les ordres est mort. Donc les ordres, il n'y a pas quelqu'un qui peut aujourd'hui dire qu'il faut arrêter. La seule personne qui peut dire d'arrêter, c'est le nouveau guide spirituel qui sera choisi. Même pas un guide intérimaire. Donc le plan tel que dessiné par le guide Khomeini sera appliqué jusqu'au bout. Et aujourd'hui, c'est ce qui crée la panique. Maintenant, on est rentré dans la deuxième partie de notre intervention. Pourquoi il y a la panique? Parce que il n'y a personne légitimement qui peut négocier aujourd'hui avec les États-Unis. Ils ont tué, ils n'ont pas fini de retirer des débris, les corps et du guide suprême et de tous ceux qui étaient avec lui. Quand vous envoyez une telle charge de frappe et que tout le bâtiment s'écroule, est-ce qu'il y a possibilité même de retrouver quelqu'un? Parce que finalement, tout est broyé dedans. Donc, qui va négocier avec les Américains? C'est la question. Qui va négocier avec eux? Personne. Et ceux qui donnent les ordres aujourd'hui, ils ne sont pas dehors, puisque les ordres qui ont été donnés, les centres de commandement sont des centres de commandement souterrains. Personne ne sait où se trouve. Personne ne sait qui donne. Les gens ont reçu leurs ordres et ils les exécutent. Tant qu'il y a des missiles, tant qu'il y a des drones, ils les frappent en fonction de ce qui leur a été donné comme ordre. Et aujourd'hui, l'Iran est allé à une classe et une vitesse supérieure. L'Iran dit que désormais, elle va frapper toutes les ambassades américaines dans le Golfe. La question, c'est de savoir pourquoi l'Iran veut frapper les ambassades. Et aujourd'hui, on voit des spécialistes qui viennent nous dire, depuis que le monde est monde, mais attendez, ils ont ciblé des guides iraniens, ils les ont tués. Ils les ont tués. Et vous voulez qu'ils fassent quoi? Qu'ils se taisent? Qu'ils ferment les yeux? Non. Ils ont dit que Israël va payer pour ce qu'Israël a fait. Et je pense que si l'Iran était affaibli, réfléchissons une dernière fois, si l'Iran était affaibli, est-ce que vous pensez sérieusement? Est-ce que vous pensez sérieusement que l'Iran sera aujourd'hui en mesure de continuer ses frappes? Si l'Iran était affaibli, et l'Iran était clair, pour le moment, personne n'a entendu, ni vous ni moi, personne n'a entendu dire que le missile qui a été frappé, par exemple, sur l'ambassade des États-Unis ou sur les bases américaines dans le Moyen-Orient, personne ne nous a dit que ce sont des missiles Kinjal ou des missiles CM-302 chinois. Non. Jusqu'à présent, ce sont des missiles iraniens, alors que l'Iran a reçu une quantité industrielle, une quantité énorme de missiles chinois et russes. Pour le moment, ils n'utilisent même pas ces missiles-là.
Ils ont dit, les missiles que nous avons, ce sont les stocks que nous avons, les anciens stocks de la guerre des 12 jours. Les stocks qu'on avait prévus, qu'on n'a pas pu utiliser, c'est ce que nous sommes en train d'utiliser. On n'a même pas encore commencé à utiliser les nouvelles armes. Donc, on va frapper. Et là, il faut que les Américains sortent pour contredire le narratif, pour dire qu'ils n'ont pas le contrôle. C'est nous qui avons le contrôle. Mais vous avez le contrôle. Et puis, ils arrivent à frapper vos bases. Et puis, les Américains, mais c'est ça qui me tue. Ils ne parlent même pas de ces bases-là qui sont, ces installations qui sont détruites. Il y a 2 radars, je crois que vous avez vu ça. Il y a 2 radars qui ont été complètement, 2 radars. Il y a le centre de commandement de la 5e flotte marine qui a été mis hors circuit. Il y a 2 radars, je crois qu'il y a un radar, d'après ce qu'on nous a dit, qui fait 1 milliard, à peu près 1 milliard 200 ou 1 milliard 300. Hein? Donc les 2 radars sont partis. Et il y a d'autres radars encore. Enfin, qu'est-ce qu'ils ont fait? J'allais oublier. C'était une des articulations de mon qu'on appelle ça, de mon direct aujourd'hui. L'Iran a commencé d'abord à paralyser le système de défense des États-Unis dans le Moyen-Orient. Et il y a un calcul qui a été fait, je ne sais pas si je peux vous montrer le calcul, donne-moi une seconde, je ne sais pas si je peux vous montrer. Il y a un calcul qu'ils ont fait, et le calcul dit quoi? Le calcul pour un missile iranien, supposons un drone qui ne dépasse pas les 2000, 3000 $, vous allez utiliser un missile qui fait au minimum 1 million de $, 2 millions de $, pour abattre un drone qui ne vaut même pas 5 000, 10 000 $. Vous utilisez, donc, ils ont fait les calculs. La dernière fois, je vous disais que, depuis le commencement de la guerre à hier, je crois, hier, l'Amérique était à 1 milliard, à peu près, ça foulait. L'Amérique était à peu près à 3 milliards de $, déjà, en projectiles, et puis en entretien. Ça, c'est l'Amérique. Israël est déjà des centaines de millions de $, avec les projectiles. L'Arabie Saoudite, Dubaï, et tous sont au-delà de 1 milliard de $ déjà gaspillés avec les projectiles. Mais c'est ça, c'est l'objectif que l'Iran recherchait. C'est-à-dire, l'Iran a gardé ses missiles, je pourrais dire ses missiles stratégiques, l'Iran les a gardés et saturé les systèmes de défense avec le maximum de drones. Si vous laissez les drones passer, c'est grave. Ils vont frapper, donc, vous les interceptez, vous utilisez vos missiles d'interception de 2 millions, de 3 millions de $, pour juste un drone qui ne dépasse même pas 3, 4, 5 000 $. Ça ne vaut pas 10 000 $. Maximum, c'est quoi, 5 ou 10, ça ne vaut pas 10 000, je crois, ça ne vaut pas 5 000, hein. C'est entre 2, 3 et 5 000 $, un drone. Et vous utilisez un missile qui fait entre 1 million et 3 millions, voire 6 millions de $, pour abattre un drone de 3 000, 4 000, 5 000 $. Alors que l'Iran envoie en quantité inimaginable. Et maintenant, vous faites quoi? Vous lancez. Donc, Dubaï a dit, on a atteint un seuil critique. Alors que pour fabriquer ces missiles, il ne peut pas fabriquer ces missiles, c'est-à-dire que chaque mois, il ne peut pas sortir plus de 50 ou 60 missiles par mois, c'est pas possible. Les unités de production ne peuvent pas. Contrairement à l'Iran qui peut faire sortir
plus de 100, 200, 300 par mois. Mais eux, ils ne peuvent pas. Ouais, c'est ça aussi, quand on est gourmand dans un pays, quand on exagère, c'est ça la réalité. Les gens ont trop misé, tellement le gain facile, maintenant la production en masse n'est pas possible. Et aujourd'hui, ils sont face à une réalité. Israël avait épuisé ce stock depuis la guerre de 12 jours. Israël n'a pas pu, si vous voulez, avoir suffisamment. Et elle est en train encore. Donc, Israël aussi a atteint un seuil critique. Désormais, il faut faire un choix. Qu'est-ce qu'il faut laisser passer? Qu'est-ce qu'il faut abattre? En Arabie Saoudite, c'est à peu près la même chose aujourd'hui. Donc, il faut faire des choix. Même si vous faites des choix, l'impact sera énorme. Et donc, pendant qu'ils font la grande gueule, s'ils contrôlaient le ciel israélien, ça fout iranien, est-ce que les pays du Golfe allaient dépenser autant? Allez-y, il y a un gars qui est très fort dans les trucs, dans les calculs, et il sort les chiffres, ça vous donne les choses. Et les calculs qu'il fait, c'est pas des calculs au hasard, c'est en fonction des informations officielles des pays du Golfe. C'est eux qui donnent ces informations officielles-là. Donc, c'est en fonction de ce qu'ils donnent comme chiffre que lui, il fait les calculs. Voilà. Puisque le coût de chaque missile est connu. Le missile utilisé, si c'est tel missile, voici le coût. Si c'est tel missile, voici le coût. Si c'est tel autre missile, voici le coût. Donc, quand ils disent qu'on a utilisé, ils font les calculs avec, on connaît aussi le coût des drones iraniens. Donc, c'est pratiquement cheaper, moins cher. Donc, aujourd'hui, ils ont pratiquement tous dépensé des milliards de dollars en projectiles, mais ça ne suffit pas. Ils subissent des pertes. C'est ce que l'Iran voulait. L'Iran voulait humilier les États-Unis dans le Golfe. Les médias, ce qu'on appelle les médias mainstream, ils le savent, mais ils font exprès pour ignorer cet aspect. L'Iran veut humilier les Américains et dire, voilà ce pays-là, nous allons vous frapper et vous allez voir tout de suite qui fera son choix. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont déployé leur porte-avions, leur ceci, leur cela. Même la France avec la grande gueule, au lieu d'envoyer Charles de Gaulle vers ses partenaires du Golfe pour intercepter les drones ou les missiles, ils veulent envoyer ça pour aider qui? Israël. Alors que les missiles hypersoniques, on ne peut pas les arrêter. Si on pouvait les arrêter, est-ce que vous croyez que ce que nous avons vu là, on allait voir ça? Aujourd'hui, Tel Aviv, c'est autre chose. C'est un cimetière. Jérusalem, c'est un cimetière. Israël n'a jamais connu ça. Les Israéliens sont traumatisés. Ils n'arrivent pas. Ils sont à plus de 200 et quelques personnes tuées, ce qui n'était jamais arrivé en Israël. Et surtout, le système que l'Iran a mis en place, les missiles qui sont largués à l'approche se divisent pas en 2, 3, 4, même pas en 10, 60, 70, et puis ça tombe, boum, 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 ça détruit tout. Ils ne s'y attendaient pas. Donc la réalité, c'est ça aujourd'hui. Et l'Iran a très bien réussi sa manœuvre. Parce que l'Iran a montré aux pays du Golfe, voilà votre partenaire, regardez ce qui va arriver quand nous allons vous attaquer. Et aujourd'hui, les différents monarques, ils disent aux Américains, tu nous as abandonné bien quoi? Tu nous as promis la sécurité, mais à rien. Tu nous as lâchés. Et on est à la merci des missiles et des drones iraniens. On arrive à intercepter beaucoup, mais il y a beaucoup qui arrivent à passer. Les Américains n'ont pas la réponse. Si ce n'est pas la grande gueule que vous venez de voir, ils n'ont pas la réponse. S'ils avaient la réponse, est-ce que ce qu'on voit aujourd'hui, on allait avoir ça? S'ils avaient la réponse, les bases militaires, parce que les bases militaires ont été frappées. Ce n'est pas la colère, je vous en prie. Et la Russie, la Chine ont un rôle important et les Américains le savent très bien. Mais puisque officiellement ni la Chine ni la Russie ne s'est déclaré, donc il est difficile de partir de suppositions et puis les attaquer.
Parce que pour frapper avec précision, il faut des systèmes de calcul intégrés très puissants. Peu importe la technologie de drone de l'Iran, les missiles hypersoniques, mais les calculs complexes, frappes simultanées, l'Iran a eu besoin de la Chine et de la Russie pour coordonner ces différentes frappes. Et l'Europe le sait, l'Amérique le sait. Mais puisque ce n'est pas déclaré comme eux, ils l'ont fait avec l'Ukraine. Vous savez que ni la Chine, ni la Russie ne viennent comme ça parler. Donc c'est ça qui fatigue ces gens-là, et ça c'est une réalité. Mais en même temps, n'oubliez pas une chose. La Chine apprend de la faiblesse des États-Unis et se prépare. La Chine regarde les failles. Pourquoi la Chine envoie ses ingénieurs en Iran? C'est pour voir les failles et préparer sa guerre par rapport à... Comment on appelle ce coin-là? Thaïlande, c'est ça? Non, c'est pas Thaïlande. Comment on appelle ce coin-là? Le coin où les... enfin, je sais pas, c'est Taïwan, quoi? Taïwan, c'est ça? L'île de Taïwan, là, voilà. Les Chinois regardent. Et pendant ce temps, que fait la Russie? La Russie est en train de labourer copieusement l'Ukraine. L'Ukraine a été placée, reléguée au dernier plan. Donc, tous les deux partenaires de l'Iran sont en train de gagner, chacun gagne son compte. La Chine se prépare, la Chine connaît les faiblesses des États-Unis. Et Taïwan, merci beaucoup. Et, excusez-moi, et la Russie en Ukraine, j'ai vu que la Russie, c'est ça, ils ont envoyé à peu près, je crois la journée d'aujourd'hui, mais hier, là, plus de, à peu près 2000 drones avec missiles, tout ça, la plus grande offensive jamais, depuis la guerre a commencé, c'était jusqu'à hier ou aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'Iran occupe les Américains. L'Iran occupe les Américains. Et c'est ce que Volodymyr Zelensky craignait. Et nous, pendant ce temps aussi, ici dans le Sahel, j'ai vu des exploits de nos forces de défense sur des terroristes. Mais les terroristes, ils sont idiots, ils sont bêtes. Moi, je vous ai dit, désormais, là, c'est là-bas. Vous restez ici, sinon on va vous tuer. Au moins, allez-y mourir pour une bonne cause. Peut-être on dira que vous êtes des martyrs. Parce qu'ici, là, vous mourrez, vous êtes des criminels. Hein? Allez-y mourir là-bas pour l'Iran, au moins on dira que vous êtes des martyrs. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir en un mot? Ce qu'il faut retenir, c'est très simple. La démocratie n'a jamais existé. C'est un leurre. C'est une manipulation. La démocratie, c'est de la merde, c'est de la bouillabaisse. Ça n'existe pas. Vous êtes démocrate, soyez fort. Vous n'êtes pas fort, vous êtes manipulé. Et ça, on le comprend très bien avec l'Iran aujourd'hui. Deuxièmement, ceux qui prétendent défendre des valeurs basées sur telle ou telle, vous regardez aujourd'hui dans cette guerre, tout est faux. Rien n'est vrai dedans. Aujourd'hui, si l'Iran n'était pas prêt, si l'Iran ne s'était pas préparé sérieusement, ce qui allait arriver allait dépasser l'entendement. Moi, je demande à nos autorités, pas forcément de faire comme l'Iran, de mettre en place, oh là là, je crois qu'elle a été balancée sur la batterie, d'accord? Je sais pas trop au niveau de... C'est fondamental. La question n'est pas de dire que l'Iran ceci, l'Iran cela. La question c'est de savoir, en toute honnêteté, l'arme de destruction massive, Saddam Hussein. C'est après sa mort, quand ils ont pris le contrôle des puits pétroliers en Irak,
ils disent que l'Irak ne disposait pas d'armes de destruction massive après avoir pris le contrôle de l'Irak. On nous a dit que Kadhafi voulait tuer son peuple, il fallait sortir contre Kadhafi, mais aujourd'hui on se rend compte que la Libye divisée, chacun a son compte. Tout le monde se tait. La question c'était à propos des champs pétroliers et puis régler, puisque c'était Sarkozy, régler des différends politiques. Et nous remercions Dieu, nous au sein du Sahel aujourd'hui, par la grâce de Dieu, au sein du Sahel, nous savons ce que nous faisons et nous remercions nos autorités. Nous voulons avoir une idée très claire. C'est pourquoi j'aurais bien voulu faire ça en début d'émission, demander au président Goïta par rapport, permettez-moi une seconde, demander au président Goïta, évidemment que nous on a avec cette histoire de carburant qui malheureusement est en train de subir encore quelques désagréments, j'aurais souhaité faire ça comme première partie de mon direct, mais c'est pas grave, je vais revenir là-dessus, je crois, dans le courant de la journée, si Dieu le veut. C'est demander à l'État du Mali de réfléchir à deux possibilités pour éviter cette situation. C'est-à-dire que on peut signer un protocole d'accord avec le Niger pour que le Niger vienne ici au Mali implanter une succursale de son, comment on appelle ça, de sa société énergétique là par rapport au carburant, puisque le Niger même transforme son pétrole en carburant. Donc on signe un protocole, le gouvernement malien a une part de participation et le gouvernement nigérien a une part de participation. Et puis on fait ça au Mali, où deuxième option, c'est d'aller au Nigeria et puis signer un protocole avec Ali Dangote. Il a des milliers, pour ne pas dire des millions de citernes que la force unifiée peut escorter du Nigeria jusqu'ici. Je ne dis pas le gouvernement nigérien, mais je parle avec Ali Dangote lui-même. Et moi, je pense que, parce que cette situation, si le gouvernement ne gère pas, c'est un peu gênant. Il faut qu'on arrive à voir nous-mêmes. Pourquoi je parle de ça? Je vais vous expliquer. Tout à l'heure, dans cette histoire d'Iran-là, j'allais sur pratiquement beaucoup de plateformes de médias. Et tout le monde disait que quand l'Iran va fermer, par exemple, le détroit d'Ormuz, que, par exemple, la Chine, qui est le plus gros acheteur du pétrole iranien, a un stock national. Un pays qui a plus d'1 milliard, la Chine a un stock de 60 jours, c'est-à-dire 2 mois. C'est-à-dire il peut y avoir rupture, mais la Chine a une réserve de 2 mois. Imaginez quel genre de réserve pour une population qui va au-delà du milliard d'habitants. Tous les pays du monde ont des réserves. Mais c'est nous ici, on n'a pas de réserve. Même le Burkina a réserve. Parce que tout simplement, ceux qui étaient là avant ont vu ce pays-là comme la viande d'éléphant. Celui dont le couteau est plus tranchant, il vient couper une grosse part et puis il va avec. Ils ont tout vendu. Même le carburant, on ne contrôle rien. Si vous voyez qu'on vit cette situation, c'est parce que ils ont poussé l'État à se désengager de tout ça. Et moi, je me suis posé la question, quels sont ceux qui ont fait? Et ceux-là même, là, moi, j'appelle ça la trahison. Aujourd'hui, le gouvernement se débat. Mais le gouvernement n'a qu'à remonter à la source. Assimi connaît. Ça, c'est une trahison. Ceux qui étaient là, ils doivent pas venir se justifier. Pourquoi le ministre de la Justice ne peut pas les convoquer? Pourquoi? Parce que ça, c'est tuer le pays. Ils ne peuvent pas. Les particuliers ne peuvent pas. Malgré la grande gueule de certaines personnes de faire croire qu'ils peuvent. Ils font ce qu'ils peuvent. Hein. C'est pas de leur faute. Ils n'ont pas ils peuvent pas. On ne peut pas vivre au jour le jour avec le carburant. C'est dangereux pour la sécurité nationale même d'un État. C'est dangereux. C'est pourquoi moi je demande au gouvernement de prendre vraiment des mesures urgentes.
soit il signe un protocole avec le Niger, on commence à construire tout de suite. Le Niger vient, puis verse carburant ici, bouillard. Celui qui est fâché n'a qu'à parler de son problème. Non, on parle de la sécurité du pays. On ne parle pas d'un particulier, d'un importateur, et puis qui va dire, c'est son problème. C'est pas notre affaire. Le gouvernement travaille pour le peuple et non pour un particulier. De nous, on parle en fonction de l'État et non pour défendre l'intérêt de quelqu'un. Le gouvernement a le choix. Soit le gouvernement travaille à l'État du Niger, soit le gouvernement travaille avec Ali d'un côté, c'est tout. Parce que cette affaire de carburant, là, ça commence à être un peu gênant, quoi. Hein? Alors, donc, nous disons, au niveau de l'Iran, il est important de ne pas perdre de vue l'essentiel. On veut nous faire croire que l'Iran est un mauvais pays. Même la Côte d'Ivoire a été suffisamment malhonnête pour ne pas reconnaître que l'Iran a été agressé. Ça, c'est quelque chose que je ne voulais pas partager avec vous, mais bon, ça m'intéresse pas parce que le gars là, il a fui, comment il s'appelle? Benjamin Netanyahu a fui. Il commence une guerre, personne ne sait où il est. Il commence une guerre, il est introuvable. Il fait tuer oh là là, il y a des images qui sont pas... Il y a des images qui sont insoutenables. Je ne voudrais pas faire passer ces images-là parce que c'est pas joli. Alors, quand Benjamin Netanyahu, il tue, alors voilà un peu le chiffre que je vous donnais. Ça, c'est quel jour? Ça, c'était le mardi. Les États-Unis, en 24 heures, ont dépensé 779 millions de dollars. Je dis bien 779 millions de dollars. Voilà ça ici, en 24 heures. Le premier jour de la guerre, c'est ce que les États-Unis ont brûlé. 779 millions de dollars. Le premier jour de la guerre, 779 millions de dollars. Donc ça, c'est des choses. Ça, c'est un. Et puis, deuxièmement, il y a des, comment on appelle ça, des agents du Mossad qui ont été arrêtés en Arabie Saoudite. Voilà, des gens qui voulaient... Donnez-moi une seconde, je suis en train de voir si je peux vous lire le truc de la Côte d'Ivoire, là. Bon, si je trouve, ouais, c'est bon. Je voulais juste vous faire écouter comment les Ivoiriens, comment Ouattara a pris position, les Drissa, les Madou, les Chaka, qui insultent Keïta, là. Alors, quand il dit ça, c'est bon. Sinon, on se fatigue pour rien. Je crois qu'on ne trouve pas, c'est bon. Alors, c'est pas... Je voulais vous faire écouter. La Côte d'Ivoire, vous avez tous vu. Dans tous les cas, c'est bon. Alors, ce qu'il faut retenir une dernière fois, l'Iran a le droit de se défendre. Et nous soutenons l'Iran jusqu'au bout. C'est un pays souverain. L'Iran ne peut pas sous-traiter sa souveraineté avec Israël. Les Américains s'en fichent de tout le monde parce qu'ils savent que les gros bonnets, les décideurs aux États-Unis, ce sont des Juifs qui sont tapis dans l'ombre. C'est eux qui tiennent l'économie américaine en main. Donc le président est comme une poupée, une marionnette entre leurs mains. Ça, c'est le problème des Américains. On s'en fout qu'ils les règlent entre eux là-bas. Mais ce que nous disons, l'Iran a le droit et le devoir de protéger sa population, de préserver son intégrité et de faire tout pour défendre partout où les intérêts de l'Iran seront menacés ou attaqués. Et c'est ce que l'Iran fait aujourd'hui. Aussi bien que l'Iran, nous, à notre niveau, dans nos pays aussi, c'est ce que nous faisons, nous nous organisons parce que c'est la seule chose à faire, parce que le peuple compte sur ses dirigeants. Alors, on dit à l'Iran, tu n'as pas le droit de faire ça, mais pendant ce temps, on permet à Israël de s'équiper. Le même Israël qui court pour aller aux États-Unis, et ça c'est, le monde devait tirer les leçons de cette guerre. Le monde devait réfléchir. Est-ce que ça c'est la voie? Est-ce que ça c'est équitable? Est-ce que ça c'est juste? Un pays se lève
Et puis va voir les Américains. Si les Américains n'ont pas leurs intérêts avec Israël, comment Benjamin rentre dans le bureau ovale, il va faire ses conneries et tout le monde sait que c'est un voleur, un criminel, un manipulateur, un corrompu. Il rentre et puis il va mentir et puis tout de suite on attaque l'Iran. Sur quelle base on attaque l'Iran? Vous négociez avec tout le monde, l'Iran est prêt à faire des concessions parce qu'ils ont vu que l'Iran allait faire des concessions. Donc, le ministre des Affaires étrangères d'Oman, il dit l'Iran a fait des concessions importantes, ce qu'elle n'avait jamais fait par le passé. Il suffisait que les équipes techniques se retrouvaient pour discuter, pour finaliser. Et lui, il était confiant. À la grande surprise, le jour où il dit ça, la même nuit, lui dit ça le jeudi, la nuit du samedi, on attaque l'Iran. Alors, les gens, c'est pourquoi ils ont dit, qui doit faire confiance aux Américains? Parce que vous savez, ce qui est malheureux, c'est que c'est un idiot qui est au pouvoir. Et l'idiot qui est au pouvoir, il a du mal à accepter une dynamique que lui-même, en tant qu'homme d'affaires, il ne peut pas accepter. Si les gens n'ont plus confiance en vous, si vous perdez votre crédibilité, ça devient compliqué. Et aujourd'hui, les États-Unis ne sont plus crédibles. Qui va miser sur les Américains aujourd'hui? Avec ce criminel qui est au pouvoir, avec cet assassin qui est au pouvoir de Donald Trump. Qui aujourd'hui va miser sur les États-Unis? Qui? Un président qui ne respecte pas sa parole. Un président qui en pleine négociation sort et puis vous poignarde dans le dos. C'est cette réalité aujourd'hui qu'ils ont montré. Alors, ils veulent faire vivre les États-Unis des années 70, 80, 90, 2000. Oui, il faut être honnête, à cette époque-là, l'Amérique était une puissance. Une vraie puissance, mais pas aujourd'hui. Quand l'Amérique dit tu trembles. Aujourd'hui, c'est pas ça. Au lieu de s'adapter à la réalité nouvelle du monde, ils vivent encore dans le fantasme du passé. Et l'idiot est là, on a la plus grande puissance, on a la plus blablabla. Les Américains disent, mais est-ce que l'idiot s'entend parler? Tu as tout ça, et puis tu es incapable de faire capituler l'Iran. Vous êtes tout ça, vous deux, vous associez contre l'Iran, vous êtes incapable de faire capituler l'Iran. C'est là que chacun devrait réfléchir sur ce qu'on écoute de la bouche de nos dirigeants. On dit ça, mais faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. Et aujourd'hui, moi, je suis fier de soutenir l'Iran. Et je suis heureux de le faire. Avec les moyens dont je dispose. Tels que ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Parce que le mensonge des États-Unis, on doit être capable de dénoncer et de montrer à la face du monde que ce sont des menteurs. Ils mentent et ils manipulent. L'Iran n'a rien de tout ça. Aujourd'hui, avant que la guerre ne commence, 300 généraux à la retraite aux États-Unis qui ont honnêtement servi le drapeau américain ont dit que Donald Trump est une menace pour les États-Unis. 300 généraux à la retraite. Et aujourd'hui, le discours que vous avez écouté là, les blablabla de leur ministre de guerre là, c'est parce que les généraux sont sortis. Ils ont dit, l'Amérique n'a pas ce qu'il faut pour faire une guerre qui va au-delà d'une semaine. C'est pourquoi vous les entendez dire, Trump dit, la guerre va aller aussi longtemps que possible. Ils ne peuvent pas. C'est faux. Ils n'ont pas la réserve de munitions nécessaire pour faire ça. Et comme Trump, je vous le dis, je le répète, c'est un gars qui n'a pas honte, c'est un idiot. Si il pouvait la demander de cesser le feu, puis l'Iran a rejeté. La prochaine fois, il ne va pas cesser le feu. Trump, tellement qu'il est bête, il a honte parce que aujourd'hui, mercredi, enfin, on est déjà minuit, donc je crois, voilà. Hier, mercredi, il y avait une réunion importante à la Maison-Blanche. Il devait être briefé et par le secrétaire de la guerre, le ministre de la guerre, et par le chef d'état-major des forces armées américaines. Ils étaient dans ce qu'on appelle le briefing room ou bien le situation room, c'est-à-dire à la Maison-Blanche, il y a un endroit où, quand le pays en guerre se retrouve pour discuter avec voilà, les officiers supérieurs de l'armée, tout ça.
Et pendant que les gens étaient prêts, ils voulaient faire le briefing, Donald Trump est sorti de la salle. Je répète, Donald Trump est sorti de la salle de réunion. Enfin, c'est pas une salle de réunion, mais on appelle ça Situation Room. Il est sorti pendant 23 minutes. Pendant 23 minutes, le ministre de la Guerre l'attendait pour faire le point. Le chef d'état-major des forces armées l'attendait pour faire le point. Pendant que ses collaborateurs, Donald Trump est sorti très énervé, très remonté. Il voulait, je crois qu'elle est venue, il voulait lancer un tweet. Si mes informations sont correctes, ils lui ont dit de ne pas faire. C'est là, on lui a dit que l'Iran a frappé l'ambassade des États-Unis à Riyad, c'est-à-dire en Arabie Saoudite. Et très remonté, on lui a dit, il faut avoir la maîtrise, ne réponds pas, ne dis rien. C'est là, il a envoyé le tweet que vous connaissez. On va montrer le feu à Iran, blablabla. Il a raconté plein de conneries. Les gens lui ont dit, tu n'aurais pas dû faire ça. Mais en réalité, l'Amérique ne dispose pas aujourd'hui de munitions suffisantes pour continuer la guerre au-delà de 1, 2, 3 semaines. Parce que quand vous faites la guerre, il y a un niveau qu'ils appellent emergency cost, quelque chose comme ça. Vous ne devez pas, parce que si vous utilisez tout et que la situation dégringole, quelle réserve vous avez pour agir? Rien. Donc, quand vous arrivez à ce seuil critique, on vous dit, il faut trouver un moyen pour arrêter. Mais avec l'Irak, c'était pas la même chose. Les gens confondent les scénarios. En Irak, c'est les Américains qui sont allés frapper. Les premières frappes, ils ont tout de suite anéanti les systèmes de défense irakiens. Il y avait l'Irak, ne pouvait lancer aucun missile, aucun drone, aucun avion. Tout a été cloué au sol. Et les forces terrestres sont rentrées. Maintenant, les officiers supérieurs de l'armée de Saddam Hussein, beaucoup ont jeté les treillis, leurs grades, et puis ils se sont reconvertis en civils. En faisant quoi? En créant des milices, puisqu'ils savaient où se trouvaient les dépôts d'armes. Donc, ils sont allés, parce qu'il y avait des dépôts d'armes qui étaient des caches, que quelques rares personnes connaissaient. C'est la même chose avec Muammar Kadhafi. Donc, les gens sont allés, ils ont créé leur milice. Et ce sont ces milices-là qui ont commencé à tuer les soldats américains. C'est pourquoi ils disent boot on the ground, c'est-à-dire des soldats sur le terrain. Et les gens ne veulent pas. Parce qu'ils se rappellent de cette époque-là, ils se rappellent aussi je crois que c'est Afghanistan ou Pakistan, où ils ont fui pour laisser tout derrière eux, là. Donc, ils ont un choix. Est-ce qu'ils vont faire la même bêtise? Mais en Iran, c'est pas le même scénario. Ils croyaient que ils ont lancé 900 missiles sur 500 sites en 24 heures. C'est le chiffre de 779 millions, là. C'est ça. Ils ont envoyé 900 frappes sur 500 sites. Je dis bien 900 frappes sur 500 sites en moins de 24 heures. C'est là le chiffre de 779 millions de dollars. D'accord? Et quand ils ont frappé pour eux, l'Iran était paralysé. L'Iran ne pouvait rien. Effectivement, comment la première puissance militaire mondiale vous envoie 900 frappes, 900 missiles avec toutes sortes de calibres dedans sur 500 sites? Et puis vous arrivez à vous tenir debout, il faut l'Iran. Alors la question c'est de savoir, est-ce que les gens savaient réellement où se trouvaient les armes iraniennes? Est-ce que ce qu'ils ont vu là, c'est réellement ça? Est-ce que l'Iran n'a pas doublé tout le monde? Et c'est ça qui fait mal à Trump. Comment on a fait tout ça? Parce que 1 milliard le premier jour, et ils ont la force, la capacité de réagir. Alors c'est ce que je vous ai expliqué dès l'entame de mes propos. Il y a un testament posthume qui a été laissé. Et le testament posthume, c'est de continuer la guerre jusqu'à ce que Israël soit complètement désarmé. C'est-à-dire Israël va utiliser tout ce qu'elle ou il a
C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Hein. Israël ne peut plus. Est-ce que les Américains vont risquer leur propre sécurité et protéger Israël au risque de protéger des citoyens américains? Parce qu'aujourd'hui, le Pentagone a fait un briefing. Ils ont dit que l'Iran se prépare à frapper le territoire américain. Et ça a beaucoup gêné Trump. Il dit que l'Iran se prépare à frapper. Donc tous ces narratifs qui sortent là, il y a un but, il y a un objectif. Est-ce que je peux demander à chacun de vous, je ne suis pas détenteur de la vérité, mais réfléchissons de la manière la plus saine. Est-ce que l'Iran n'a pas le droit de se protéger face à un État qui tue tout le monde? Ça fait combien d'années Israël bombarde et tue des Palestiniens? Ça fait combien d'années Israël bombarde et tue des Libanais? Donc si aujourd'hui il y a un pays qui est en train de rendre la monnaie à Israël, on ne peut qu'applaudir et demander à Dieu de soutenir l'Iran. Mais ce n'est plus l'Iran seul. Le Hezbollah est rentré dans la danse. Les Houthis du Yémen sont rentrés dans la danse. Les proxys en Irak et en Syrie sont rentrés dans la danse. Et c'est eux qui ont commencé. C'est pas seulement là-bas. Il y a des pays où au Pakistan aussi, ils ont essayé d'attaquer le consulat. Je crois qu'ils ont mis le feu là-bas. L'Amérique est un peu attaquée de tous les côtés. Est-ce que c'est ce que voulait l'Iran? Pas du tout, mais c'est l'Amérique elle-même qui est en train de creuser sa propre tombe. L'Amérique aurait pu être honnête et juste. Dieu n'est pas un Dieu comment on appelle ça, de l'injustice. L'Amérique aurait pu dire à Israël, écoute, tu as ton arme nucléaire à toi. Ils n'ont pas d'arme nucléaire. Ils ont le droit de se défendre. Pourquoi tu voudrais les... Mais tant que vous n'allez pas avoir le courage de dire à Israël que l'Iran a le droit de faire ça, et tant qu'Israël aura un criminel, un assassin, un voleur et un traître, un corrompu comme Benjamin Netanyahu, Israël ne connaîtra jamais la paix. Et si les Israéliens ne comprennent pas qu'ils peuvent vivre et coexister pacifiquement avec l'Iran, ils ne connaîtront jamais la paix. Et nous, on ne va jamais abandonner l'Iran parce que l'Iran se bat pour une noble cause aussi bien que nous nous battons dans le Sahel pour une noble cause. Donc, nous devons, au-delà de l'aspect de l'aspect émotionnel, euphorique, reconnaître que l'Iran a le droit de défendre son pays. Et pourquoi je ne parle pas des dégâts en Iran? Vous croyez qu'il n'y a pas de dégâts? Il y a des dégâts. Mais quand vous regardez en face de qui se tient l'Iran, les dégâts de l'Iran deviennent insignifiants, même s'il y a des pertes en vies humaines. N'oubliez pas que nous sommes en face de cette puissance-là qui a toujours déstabilisé tous les pays dès les premières frappes. Quel pays a résisté aux États-Unis dès les premières frappes? Montrez-moi un seul pays. C'est l'Iran. Après les premières frappes, après les 900 frappes, 1 heure après, l'Iran est sorti. Et puis l'Iran a commencé à frapper. Jusqu'à présent, l'Iran continue d'avoir des vagues de drones et de missiles. La question que tout le monde se pose, ils sont tous étonnés. Est-ce qu'il y a 2 Irans? Ça veut dire quoi, Keïta? Non. Il y a un Iran que tout le monde voit, mais il y a un autre Iran plus dangereux qui est sous terre, c'est-à-dire l'Iran qui est dans les tunnels. C'est-à-dire les opérateurs des drones, des missiles, tout ça. Ils disent qu'ils contrôlent la mer iranienne, mais pourquoi aucun bateau n'arrive à traverser le détroit d'Ormuz? Réfléchissez aussi à cela. Est-ce que c'est qu'ils disent? Donc c'est un narratif qu'ils veulent vendre, ils veulent faire quoi? Qu'ils contrôlent tout, vous contrôlez tout. Mais les Israéliens qui sont en train de mourir là, c'est des êtres humains. Ce qu'on regarde, c'est pas intelligence artificielle, c'est pas une manipulation, c'est la réalité en Israël. Israël ne tient plus. Israël n'a jamais vécu ça. Alors que la différence avec l'Iran, c'est quoi? L'Iran a toujours vécu ça depuis plus de 40 ans. Avec les sanctions les plus difficiles au monde. Donc l'Iran est habitué à la difficulté, aux frappes et aux attaques.
Voilà pourquoi je ne perds pas trop mon temps pour ne pas donner à ces idiots-là de se manifester. C'est pourquoi je ne parlerai jamais dans mes directs, je vais être clair avec vous, je ne parlerai jamais dans mes directs des pertes que subit l'Iran. Je ne le ferai jamais. Ce que je verrai, ce sera pour moi et moi seul. Celui qui veut voir les frappes peut aller après mon direct regarder. Mais ce que je vais faire par contre, c'est de me concentrer sur toutes les frappes iraniennes en Israël, dans le Moyen-Orient et sur les États-Unis. Parce que c'est normal, ce que l'Iran subit, aucun pays au monde ne peut subir et peut tenir debout. Donc l'Iran mérite pour moi respect et considération. C'est pourquoi les pertes que l'Iran va subir, moi je ne serai pas là, comme vous voyez certains de nos frères, en faire l'apologie. Je ne le ferai pas. C'est leur droit, je respecte. Mais ne venez pas croire que moi là, je vais vous dire, ils ont fait ça en Iran, ils ont fait ça en Iran. Je ne ferai jamais passer les images des attaques sur l'Iran. Je ne ferai jamais ça. Par contre, en Israël, je le ferai. Ah, c'est pas juste, c'est comme ça le monde est fait. Voilà. Ils se sont associés contre l'Iran. Je m'associe aussi à l'Iran. Et puis, je mène ma communication à ce niveau. Voilà. Donc, je remercie les uns et les autres. Merci à toi, Hirsch5SH. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci infiniment à tous, du côté de YouTube. Merci à tous. J'ai pas lu les commentaires sur YouTube, comme s'il y a les Drissa, pas souvent lu les commentaires sur YouTube, les Drissa, les Chaka, et ils m'insultent là-bas, donc souvent je vais pas regarder. Donc on garde le contact, les gars. Oui, j'avais promis de parler des produits, je vous en prie. On va le faire, hein. Le direct d'aujourd'hui, on va commencer avec ça, si Dieu le veut bien, d'accord? Merci infiniment à toutes et à tous. Ceux qui ont déjà reçu les informations, je vous en prie, faites rapidement le paiement. Sinon, le week-end là, tous ceux qui ne feront pas de paiement, on va les mettre dans les archives. Les gens ont commencé, il y a eu beaucoup de paiements aujourd'hui. Donc, je laisse jusqu'à ce week-end. S'il n'y a pas de paiement pour ceux qui ont déjà reçu les informations, je mets tout ça dans les archives. Ça veut dire que je ne vais plus regarder et puis je continue à les nouvelles personnes. D'accord? Quand vous serez prêts et que vous allez faire le paiement, vous m'envoyez les différentes captures d'écran. Et puis on prendra votre commande en charge. Merci infiniment à toutes et à tous. Que Dieu veille sur le peuple iranien. Que Dieu veille sur nous au sein de l'AES. Ouais, on a beaucoup de choses à dire, mais bon, l'actualité, on est un peu consommé avec ce qui se passe de l'autre côté. Hein? Alors, merci à toutes et à tous. On garde le contact et à très bientôt.